l'essentiel politique. Ce soir, c'est avec Arnaud Benedetti. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes directeur de la Nouvelle Revue Politique et dans un instant, on va revenir avec vous sur un discours devenu viral, celui d'Emmanuel Macron mardi dernier à Davos, lunettes aviateur sur le nez. Le président français a employé des formules choc pour défendre l'Europe et le Groenland. Est-ce suffisant pour redorer son image? Vous nous donnerez votre sentiment. On évoquera aussi l'utilisation par Sébastien Lecornu du 49.3 pour faire passer le budget. Le volet recettes a été adopté. Ni le RN ni la France Insoumise n'ont pu l'en empêcher. Est-ce une victoire de la méthode Lecornu? Enfin, les municipales, c'est dans 50 jours précisément. Et à Paris, il n'y a jamais eu autant d'incertitudes. Un sondage IFOP révèle une élection particulièrement serrée dans la capitale. Il a donc fait la une des journaux cette semaine avec son look de dur à cuire. Emmanuel Macron a pris la lumière lors du forum de Davos avec des formules choc comme celle-ci. Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. Arnaud Benedetti, sur le fond tout d'abord, le fait que le président français tienne tête à Donald Trump, tout le monde applaudit? Oui, vraisemblablement. En tout cas, au niveau français, ce qui est intéressant, c'est que son intervention n'a pas suscité de critiques. Et on a vu d'ailleurs, tant du côté de LFI que du Rassemblement national, on considérait qu'à partir du moment où le président de la République avait été attaqué par Donald Trump, c'était la France qui était attaquée, c'était l'image de la France qui était attaquée. Et donc, il était hors de question, évidemment, de critiquer le président de la République et de l'affaiblir, d'autant plus qu'il s'exprimait à l'étranger. Donc, il bénéficie, si vous voulez, d'un contexte de ce point de vue-là qui est plutôt favorable. Après, on voit qu'aussi sur le niveau européen, il a eu plutôt le soutien d'un certain nombre de responsables politiques européens. Quelque part, le contexte le sert. C'est vrai que l'international, aujourd'hui, pour un président de la République qui est en fin de mandat, une fin de mandat quand même particulièrement difficile et où il est quand même très empêché nationalement, où il ne peut plus véritablement peser sur le cours des choses, l'international devient une scène où il peut se redonner un peu de légitimité. Alors après, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si c'est la forme ou le fond, si c'est le signifiant ou le signifié, comme on dit en linguistique, qui l'emporte. Je pense que la forme, en effet, explique vraisemblablement la viralisation de ce discours, ce président qui vient avec des lunettes noires, s'exprimer devant un parterre international. En tout cas, ce qui est évident et ce qui est sûr, c'est que pour ce moment très particulier, Emmanuel Macron s'en est plutôt bien sorti. Mais c'est un moment. Et un moment, par essence, c'est toujours éphémère. Il y a eu des mèmes à son sujet, il y a eu des remixes même, la presse étrangère l'a mis en une de ses journaux. Emmanuel Macron, il a compris qu'il fallait faire comme Trump de la politique spectacle? Oui, alors vous savez, ça fait très longtemps qu'Emmanuel Macron a compris que la communication était un levier essentiel pour exister politiquement. Il se trouve qu'en 2018, j'avais publié un petit ouvrage qui s'appelait Le coup de com' permanent et qui décryptait les stratégies de communication d'Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas nouveau, si vous voulez, sauf que clairement, Trump a, j'allais dire, upgradé d'une certaine manière les dispositifs communicants en étant dans un rapport de force constant, en étant brutal, en cassant les codes de la communication. Alors, Emmanuel Macron n'est pas tout à fait dans ce registre, mais quelque part, il veut montrer à Trump qui veut imposer un rapport de force que l'on qualifierait de viril, qu'il en est capable lui aussi. Mais encore une fois, on est véritablement là dans des questions d'image. Est-ce que les questions d'image ont ensuite un impact sur l'opinion, et notamment sur l'opinion publique nationale? C'est véritablement là, pour le coup, une autre question, une autre interrogation. Sébastien Lecornu a lui aussi sorti les muscles cette semaine avec un passage en force budgétaire. Il a utilisé le 49.3 pour faire adopter le volet recettes du budget, même s'il avait promis de ne jamais le faire. La méthode Lecornu a fonctionné. Les 2 motions de censure déposées contre lui ont été rejetées. Cela devrait également être le cas la semaine prochaine pour la partie dépenses du budget. Bref,
On en voit enfin le bout. Est-ce que Sébastien Lecornu sort renforcé de cette séquence et est parti pour durer jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron ? En tout cas, c'était une hypothèse qui apparaissait hautement improbable il y a encore quelques mois, voire quelques semaines. Et l'hypothèse que finalement Sébastien Lecornu accompagne le président de la République jusqu'à la fin de son quinquennat est une hypothèse qui aujourd'hui est possible. Alors, est-ce qu'il y a un succès de la méthode Lecornu ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire dans ces termes. La réalité, c'est qu'il a, à la différence de ses prédécesseurs, il n'a pas essuyé les plâtres. Les deux prédécesseurs qui ont été à Matignon, autant M. Barnier que M. Bayrou, se sont retrouvés dans une situation qui était en effet particulièrement nouvelle et inédite. Et de ce point de vue-là, Sébastien Lecornu a quelque part peut-être tiré des leçons des échecs de ses prédécesseurs. Ensuite, et puis il a fait beaucoup de concessions, non ? Ensuite, voilà, le deuxième point, c'est qu'il fait des concessions importantes, notamment des concessions importantes au Parti socialiste, et que ce qu'il a servi, vraisemblablement, d'une certaine manière, c'est que les anciennes forces de gouvernement, que sont d'un côté LR et de l'autre le Parti socialiste, ont quelque part, sans le dire, eu peur des électeurs. C'est-à-dire qu'un retour aux urnes, pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire une censure qui aurait entraîné une dissolution, a peut-être réfréné d'une certaine manière les pulsions de censure dans cette année 2025, dans cette fin d'année 2025 et dans ce début d'année 2026 de ces deux formations politiques, ceci expliquant d'une certaine façon le succès de M. Lecornu. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Comment peut-il être encore utile ? Rappelez-vous, le président de la République avait dit qu'il fallait que cette année soit utile. Le problème, c'est que le calendrier est compliqué, d'abord, parce que nous avons les municipales. Ensuite, nous aurons des sénatoriales au mois de septembre. Et puis arrivera à nouveau le budget et qu'on rentrera très vite dans une élection présidentielle. La capacité, si vous voulez, du Premier ministre à pouvoir faire adopter des textes qui soient des textes structurants apparaît quand même considérablement limitée. Troisième et dernier titre, thème Paris. À 50 jours très précisément des municipales, les sondages montrent un scrutin extrêmement serré. Selon un sondage IFOP fiducial pour Le Parisien, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire est donné en tête du premier tour devant l'actuel ministre de la Culture, la candidate LR Rachida Dati. Malgré tout, l'issue du second tour reste incertaine en fonction des alliances et des reports de voix. Qui a les meilleures cartes aujourd'hui, Arnaud Benedetti, pour remporter Paris ? On est véritablement dans un brouillard. Parce que quand vous regardez les équilibres de force, vous voyez quasiment au premier tour, finalement, M. Grégoire et Mme Dati qui ne sont pas loin l'un de l'autre. Et puis ensuite, vous avez 3 voire 4 offres politiques qui, derrière, vont jouer un rôle extrêmement important au second tour. Vous avez M. Bournazel, qui est le candidat d'Horizon, qui, selon les sondages, est donné à 12 ou à 16, et dont, finalement, le poids au second tour de cette élection sera absolument capital. Vous avez ensuite Mme Chikirou de la France Insoumise. Est-ce qu'il y aura alliance entre le candidat socialiste et la France Insoumise? En tout cas, ça n'en prend pas le chemin à ce stade. Vous avez ensuite, en effet, quelles seront les forces politiques que constitue Reconquête avec Mme Knafo et le Rassemblement national qui prennent des voix à Rachida Dati. Là aussi, il faudra savoir ce qu'ils feront dans un second tour. Donc on est véritablement... on a ouvert une boîte de Pandore et on ne sait pas trop ce qui va en sortir dans les semaines qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, Mme Dati a l'avantage aujourd'hui de combattre les sortants qui finalement gèrent la capitale depuis 25 ans. Donc quand vous êtes un sortant, c'est surtout après une très longue période de gestion municipale, plus de 2 décennies, et évidemment vous pouvez être confronté à un besoin d'alternance, un besoin de changement, et clairement aujourd'hui Rachida Dati joue cette carte. Elle joue une carte qui sera en tout cas extrêmement tributaire à la fois de M. Bournazel, également de Mme Knafo, parce qu'il y a une petite dynamique pour Mme Knafo, comme le montre aujourd'hui le sondage de l'IFOP. Il semblerait qu'elle prenne donc
pas mal de catégories sociales, dans pas mal d'arrondissements. Donc, il faudra voir quelles sont ces évolutions et quelle est l'évolution de la tectonique électorale et des intentions de vote dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Et il y a bien sûr d'autres villes à suivre de très près, comme celle de Marseille ou de Lyon. On aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions. Merci à vous, Arnaud Benedetti, d'avoir fait le déplacement. Merci à France 24 et à vous de nous rester fidèles pour cette émission. Tout de suite, c'est le Journal de l'Afrique avec Fatima Tawane.